j'ai vu beaucoup de hacks sur la stratégie SEO de YouTube. Il suffirait de blinder de mots-clés son titre, sa description, ou encore mettre plein de hashtags pour faire des millions de vues. En même temps, YouTube est quand même le deuxième moteur de recherche au monde. Donc si ça fonctionne sur Google, ça doit forcément marcher sur YouTube. Comment se fait-il que ça soit toujours aussi dur de percer sur YouTube? Est-ce qu'on nous mentirait? Est-ce que ça existe vraiment, le SEO sur YouTube? Alors, on va être provocateur, on va dire non, le SEO sur YouTube, ça n'existe pas. Ça a existé au début de la plateforme, effectivement, mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose du passé, c'est un dinosaure, on va dire. Alors, je serais pas aussi extrême que toi en disant que beaucoup de gens mentent. Pour moi, c'est pas volontaire, en fait. C'est-à-dire que la plupart des gens ne savent pas qu'ils racontent des conneries sur la partie C'est SEO. pareil. En fait, ça part souvent d'une bonne intention, c'est de dire, YouTube, c'est un moteur de recherche. C'est vrai. C'est le deuxième moteur de recherche au monde derrière Google. Ouais. Ça appartient à la société mère de Google, Alphabet. Donc, logiquement, on devrait se dire, c'est les mêmes mécaniques qu'il y a derrière Google et derrière YouTube. Sauf que ça ne peut pas être plus faux que ça. Je pense que la stat qu'il faut prendre en compte dès le départ, c'est de se dire que sur YouTube, les vues en provenance du moteur de recherche représentent, selon les pays, les périodes, etc., entre 10 et 15% des vues de la plateforme. Ça veut dire qu'il y a 85% du trafic de YouTube qui ne provient pas de quelqu'un qui a tapé une requête dans le moteur de recherche. Vous vous doutez bien qu'avec une telle proportion, YouTube a mis en place tout son système de recommandation, ses algorithmes de recommandation, etc., sont construits sur autre chose que ce qui fait le cœur de Google, parce que sur Google, c'est 100% des résultats qui sont le résultat d'une requête qui a été tapée dans le moteur de recherche. Ouais. Donc ce sont deux choses très différentes. Très différentes. Et en fait, quand je dis que il y a beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, et on en voit encore de nos jours sur LinkedIn assez régulièrement, c'est pour ça aussi que ça m'agace un petit peu, on voit quelqu'un qui dit votre stratégie sur YouTube, machin, ça va être souvent des gens qui vont donner on va dire des spécialistes réseaux sociaux, qui vont vous faire à la fois votre stratégie Google, Facebook, Instagram, etc., et ils vont mettre YouTube dans le tas. Ouais. Et c'est là où ils vont vous dire on va vous aider à trouver les bons mots-clés, faire du Google Trends, etc. Et c'est là où ça fonctionne très rarement, cette stratégie-là. Tout simplement parce que la plateforme a évolué. Donc on va peut-être refaire un petit peu l'historique de l'évolution de YouTube, si ça vous intéresse. Mais voilà, au début de la plateforme, effectivement, YouTube, déjà il y avait peu de contenu, et surtout YouTube ne savait pas ce que les gens voulaient regarder. Donc quand quelqu'un tapait un mot-clé, YouTube allait dire ok, ce mot-clé doit être bon, donc on va le recommander comme ça, et ça suffisait à l'époque, parce que il y avait que YouTube qui proposait de la vidéo. Ouais, et au départ il y avait quand même beaucoup moins de contenu qu'avant. La page d'accueil n'était pas aussi performante que peut l'être maintenant. Donc effectivement, j'imagine bien qu'au départ, voilà, YouTube, mais comme Google, a beaucoup travaillé sur les mots-clés. Et c'est, comme tu le dis, c'est sûrement une stratégie qui a fonctionné au tout départ de YouTube. Ouais, en fait, si on retrouve les premiers visuels de la plateforme YouTube, ça ressemble même pas à Google, ça ressemble beaucoup à Yahoo. Ouais. Pour ceux qui se souviennent de Yahoo à l'époque, on avait sur Internet des portails où en fait, en gros, au milieu, il y avait « dites-nous ce que vous voulez » et en dessous, il y avait plein de catégories. C'était des catégories, des sous-catégories. Donc, vous pouviez cliquer sur, sur automobile, et ensuite en sous-catégorie, vous aviez Porsche, ensuite vous aviez... voilà. On avait tout était catégorisé comme ça par arborescence et par mots-clés. Et donc là, c'était important d'avoir les bons mots-clés pour être dans la bonne catégorie. Carrément, ça fonctionnait bien comme ça. Et en fait, il s'est passé un moment assez crucial, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était en 2012, donc il y a 10 ans déjà, où il y a des ingénieurs de chez YouTube qui se sont amusés à dire « Ok, on va essayer autre chose que les mots-clés, et on va essayer maintenant de faire des recommandations en fonction des habitudes de visionnage des viewers. » Et donc se dire, on va pas recommander en fonction du mot-clé, mais plutôt en fonction de « Tiens, c'est marrant, mais les gens qui recherchaient ça ont plutôt cliqué sur ça plutôt que sur ça. Ils ont plutôt regardé longtemps cette vidéo plutôt que celle-là. » Et donc ils sont passés sur la fameuse métrique du watch time, beaucoup plus que sur est-ce que quand je tape spaghetti bolognaise, est-ce que dans cette vidéo la personne a écrit 3 fois spaghetti bolognaise dans le titre, dans la description, l'a cité 5 fois dans la vidéo. Ça, avant, c'était le critère, dire plus vous en mettez, plus il y a de chances que ça apparaisse haut dans les résultats de recherche. Et ensuite, ils sont passés plutôt à, en fait, quelqu'un qui tape recette spaghetti bolognaise, peut-être qui a envie de cliquer sur spaghetti carbonara ou sur autre chose. Et en fait, quand ils sont passés là-dessus, ils se sont rendus compte que ça avait fait, si je dis pas de bêtises, je crois que ça faisait x2 sur la durée de visionnage moyenne des gens sur la plateforme. Ça a été énorme, en fait, l'écart entre les deux.
Et depuis ce jour-là, YouTube s'est dit, on ne retournera jamais en arrière sur la partie mots-clés. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce petit virage. Mais pour moi, je me dis, est-ce que le virage n'a pas été, dû aussi au fait que l'esprit humain est toujours, alors pas toujours mauvais, mais il y a toujours des petits malins qui abusent de certaines techniques. Comme tu le dis, et on le voit sur certaines plateformes, sur Instagram, sur plein de choses, c'est souvent le même problème. Le problème des mots-clés, c'est que chaque personne va mettre ses mots-clés en rapport avec sa vidéo. Ça, c'est ce que normalement, on doit faire. Dans le monde idéal. Dans le monde idéal. Par contre, on sait très bien que la plupart du temps, il y a le monde idéal et il y a la réalité. La réalité, c'est aussi qu'il y avait des petits malins qui mettaient des mots-clés qui n'avaient rien à voir avec la vidéo, juste pour être en top recherche par rapport à une actualité, par rapport à un sujet tendance du moment. On pouvait parler, comme tu dis, d'automobile. S'il y avait, je sais pas, un fait politique ou n'importe quoi, et ben on allait mettre des mots-clés qui n'ont rien à voir avec la vidéo et qui nous permet d'être vu pour quelqu'un qui cherche, une requête qui n'a rien à voir avec la vidéo. Et je pense aussi que à un moment, YouTube s'est dit, ok, ça suffit là parce que ça commence à être du grand n'importe quoi. Et moi j'ai vu des stratégies comme ça, avec des mots clés qui n'avaient rien à voir avec les vidéos. Est-ce que tu penses pas aussi que YouTube s'est dit en fait ce système de mots clés il est tendancieux, en tout cas il est facilement il est pas fiable. Il est pas fiable, ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Alors il y a plusieurs choses. Il y a la question de la technicité, de la complexité de la plateforme qui a grandi avec le temps. C'est-à-dire que au début, vous lancez votre nouvelle plateforme de vidéo, c'est vachement facile de se baser sur les mots-clés. Mais ensuite, quand vous commencez à vous rendre compte que la plateforme prend de l'ampleur et que vous commencez à pouvoir embaucher des ingénieurs, etc., vous allez forcément chercher des méthodes plus fiables que juste les mots-clés. Et d'ailleurs, soit dit en passant, c'est tout à fait vrai sur Google aussi. Le keyword stuffing qu'on faisait en 94, quand j'ai fait mon premier site web, on disait, vous mettez 50 mots en blanc sur blanc en bas de la page parce que ça va suffire pour que Google vous référence. Ça ne marche plus non plus, on est d'accord. Donc pourquoi ça marcherait encore sur YouTube, ça je l'ignore. En fait, ils ont pu complexifier leurs outils pour être toujours plus performants, parce que vous doutez bien que l'expérience de visionnage est mauvaise. Quand je tape Justin Bieber et qu'on me montre une vidéo de voiture parce que la personne a mis Justin Bieber dans ses tags ou dans sa description, ou 5 fois dans sa description, évidemment c'est pas ce que je veux voir et évidemment je suis pas satisfait. Donc pour YouTube c'est pas bon. Et en plus, vous doutez bien que maintenant, en 2022, bientôt 2023, tout ce qui est intelligence artificielle, apprentissage machine, big data, nous amène à aller beaucoup beaucoup plus loin que simplement lire ce que les gens mettent dans une boîte de tags sur YouTube. Parce qu'on parle beaucoup des tags, mais il y a on va parler des tags. La description et les tags. Alors, les tags, les mots-clés. Je pense que les tags, on peut les dégager tout de suite. Non, mais arrêtons-nous dessus, parce que ça, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve, parce que, ok, on a la stratégie mots-clés, ok. Mais les tags, je pense que la plupart des personnes qui nous expliquent la stratégie des tags n'ont jamais uploadé une vidéo. Parce que, c'est quand même écrit noir sur blanc. YouTube, juste au-dessus de l'espace tag, vous met que les tags ont un impact minime et qui ne servent juste à aider, on va dire, les robots quand le mot est mal écrit. On est bien d'accord, c'est ce qui est écrit maintenant par YouTube. Après, ça fait déjà effectivement quasiment 10 ans que ça sert plus à grand chose, mais YouTube le dit comme ça. Mais j'ai encore des personnes, moi, qui m'en parlent, ou pour des clients qui m'ont dit oui, Mathieu, t'as pas mis les tags, mais lisez ce qui est écrit, arrêtez, c'est trop facile. Ça peut vous rassurer que ce soit pour nos vidéos ou toutes les vidéos de nos clients, on ne met plus jamais aucun tag. Non. Et ça change absolument rien sur les performances. Il y a quelques années, parce que c'est vraiment un cheval de bataille, parce que c'est une idée qui est ancrée encore dans la tête de beaucoup de gens, sur la chaîne du coin des youtubeurs, j'avais été faire une analyse statistique, j'avais été voir toutes les chaînes que j'ai auxquelles j'ai accès aux analytics, une 60aine de chaînes à l'époque, et j'ai regardé, j'ai pris toutes les vidéos, tag, pas tag, est-ce qu'il y a des différences de performance? Il y en avait pas. Il y a aucun lien. Il y a vraiment aucun lien entre les deux. En plus du fait que YouTube nous le dit, les gens de chez YouTube nous le disent, qu'on le constate partout, mais malgré ça, il y a encore plein de gens qui vont vous le répéter. Alors, la question, c'est pourquoi elle existe encore, cette boîte de tags. Ça, c'est un grand mystère. Moi, j'ai ma petite théorie sur le sujet. Je pense que ça sert en particulier pour les publicitaires, les gens qui veulent placer de la pub et qui disent je veux mettre de la pub sur toutes les vidéos qui parlent du dernier iPhone. Donc peut-être que ça pourrait avoir un impact éventuellement sur les revenus publicitaires de vos vidéos, mais voilà, je pense que ça doit avoir un usage quelque part, ou alors que ça coûte peut-être trop cher à démembrer cette. Ou ça faisait trop bizarre, les personnes râleraient, il y aurait une révolution. Voilà. Quoi, on peut plus mettre de tags sur YouTube c'est fini. Ouais. Mais donc le truc, il est enterré très très loin dans le process de mise en ligne de vidéo, c'est pas pour rien. YouTube vous met un message d'alerte, c'est pas pour rien. Donc ça, on peut le sortir, on peut le mettre de côté. Les tags, ça sert à rien, c'est mort. Et aujourd'hui, Sylvain, on est bien d'accord.
là tu me dis, tu me corriges si je me trompe, il y a tout un système d'IA, de robots qui vont scanner notre vidéo, qui vont scanner, si je dis pas de bêtises, l'audio et les images de nos vidéos pour pouvoir classer eux-mêmes nos vidéos. Ouais. Pendant l'upload de la vidéo, pendant que c'est en train d'uploader, YouTube analyse chaque image, chaque frame de la vidéo, chaque son que vous émettez quand vous parlez, et de ça, les systèmes d'intelligence artificielle arrivent tout à fait à déterminer de quoi parle la vidéo. Est-ce que c'est tonalité joyeuse, triste, énervée, problématique, etc. Si vous voulez vous faire un petit peu une idée là-dessus, allez voir Google Cloud Vision AI, ces trucs-là. Vous allez voir, il y a des outils d'analyse de texte, d'analyse sémantique, c'est très intéressant. Donc vous savez que YouTube décrypte tout ce que vous dites à l'audio, hein, on peut mettre les sous-titres automatiques. Et donc vous voyez que YouTube, en fait, vous mettez un petit bout de texte et Google va, enfin en tout cas le Cloud Vision, va vous dire exactement la grande thématique principale dont ça parle, puis vous mettre d'autres sujets connexes qui marchent bien, voilà. Encore une fois, la tonalité, si c'est un ton joyeux, si c'est un ton énervé, tout ça, je me répète. Et c'est exactement la même chose sur les images. Et c'est d'ailleurs un truc qui est assez intéressant. Si vous avez une miniature où vous dites, elle est un petit peu risquée, j'ai un peu peur qu'elle soit un peu trop violente, je sais pas quoi, imaginons vous ayez une hache avec des gouttes de sang dessus, vous mettez cette miniature sur Vision AI, et vous allez voir comment c'est catégorisé. Et si c'est catégorisé comme violence, par exemple, par une IA, du coup, vous pouvez vous dire qu'il y a peut-être des chances que YouTube se dise, cette vidéo peut potentiellement être problématique, on va peut-être limiter sa portée auprès d'un public de plus de 18 ans seulement et pas le montrer aux plus jeunes, enfin ce genre de choses. Donc voilà, quand vous allez voir ces outils, vous vous dites c'est impossible qu'aujourd'hui YouTube ne se base que sur les mots que l'utilisateur a rentrés, parce que c'est forcément beaucoup plus fiable ce que la machine détecte que ce que les gens rentrent. Et encore une fois, d'autant plus que nous, on est les good guys, on essaie de faire les choses dans les bonnes pratiques et bien, mais il faut pas oublier qu'il y a des bad guys tous les jours qui essaient de mettre du contenu très problématique sur la plateforme, et YouTube ne veut pas une seule vue sur ces vidéos-là. Et donc il faut absolument que ce soit automatiquement détecté. Et ces gens-là, ils vont aller mettre tous les tags qu'il faut, ils vont aller mettre tous les trucs populaires et compagnie, ils vont essayer de tout faire pour gruger, et donc YouTube ne peut pas faire confiance aux utilisateurs. Donc en fait, c'est un petit peu pour ça que moi je dis, et c'est ce qu'on a dit dès le départ, le SEO ne fonctionne pas sur YouTube, parce que le but du SEO, c'est vraiment c'est du Search Engine Optimization, donc c'est vraiment optimisé par des mots-clés pour la recherche. Donc comme l'a dit Sylvain au début déjà de l'épisode, les recherches sur YouTube, c'est pas la majorité, hein. Alors nous avec Sylvain, on a vu quelques chaînes où ils ont une stratégie recherche, on va être vers du 30-40% peut-être de visionnage grâce à la recherche, mais c'est pas parce que vous mettez votre mot-clé dans le titre, votre mot-clé dans la description, votre mot-clé dans les tags que c'est ça qui va faire que YouTube va vous mettre en avant. Ça, c'est tout à fait impossible. Faites le test, faites une vidéo de merde, mettez plein de mots-clés et vous verrez que vous la retrouverez pas en recherche. C'est impossible. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose qu'on a vu. On sait qu'il y a certaines personnes qui ont bien compris que les tags, les mots-clés ne fonctionnent pas et qui ont une autre stratégie. C'est-à-dire, dès le début de la vidéo, de balancer plein de mots-clés. Est-ce que tu vois cette stratégie? C'est-à-dire que dès la première phrase, il faut répéter le titre, il faut mettre les mots-clés. Au bout d'une minute, on redit le sujet de la vidéo. Voilà. Est-ce que pour toi, ça, c'est quelque chose qui fonctionne? Non, bien sûr que non. Encore une fois, c'est pas une question de quantité de mots-clés. C'est ça qu'il faut sortir de votre tête. C'est pas une question de quantité de mots-clés. Le seul truc que vous devez vous dire, si vous voulez bien ressortir sur le moteur de recherche de YouTube, parce que ça reste important, c'est qu'il faut au minimum que YouTube arrive à catégoriser votre vidéo comme étant une réponse probable à une requête. Voilà. Donc, être dans le bon champ sémantique. Donc, c'est le seul élément qui compte, en fait. Donc, pour ça, sur tous les tests que j'ai pu réaliser, il y a un endroit où ça peut être intéressant de mettre un mot qui peut correspondre à la requête que vous visez, c'est le titre. Il faut pas remettre forcément la requête exacte, parce que ça va générer moins de clics. Et en fait, c'est extrait d'un document qui a été publié par des anciens ingénieurs de chez YouTube qui expliquait les systèmes des différents algorithmes qui nous amènent à avoir des recommandations de vidéos. Et en fait, pour la recherche en particulier, il y a deux algorithmes. Il y a d'abord un algorithme de sélection de candidats
de vidéos candidates. Donc, par exemple, vous cherchez recette de spaghettis, le premier algorithme va dire quelles sont toutes les vidéos qui peuvent répondre à cette requête. Ça, c'est une vidéo sur les voitures, ça n'y répond pas. Ça, c'est une vidéo qui parle de pâtes à la bolognaise, ça peut y répondre, on va la mettre, d'accord? Sélection de candidats. Et une fois qu'il y a les candidats, le deuxième algorithme, c'est un algorithme de hiérarchisation qui va déterminer laquelle va arriver en haut, laquelle va arriver au milieu, laquelle va arriver en bas. Et donc, en fait, dans le premier, oui, là, c'est important d'avoir son mot-clé qui arrive une fois à un moment ou à un autre pour que YouTube comprenne bien que vous répondez bien à ce sujet-là. Dans le deuxième, ça n'a plus aucune importance. Dans le deuxième, tout ce qui compte, c'est quand quelqu'un tape cette recherche-là, cette requête, est-ce que les gens cliquent? Est-ce que les gens cliquent plus là-dessus que sur les autres? Et est-ce que quand ils cliquent dessus, ils regardent plus cette vidéo que les autres? Les fameux taux de clic et les fameuses rétentions. C'est ce que j'arrête de dire. Voilà. Et à cet endroit-là, voilà, il faut absolument que vous ayez quelque chose qui attise un peu la curiosité, qui ait une promesse forte qui corresponde à ce à quoi on s'attend quand on tape cette requête, et les mots-clés n'ont plus aucune importance à ce moment-là. Non, mais c'est ça. En fait, on en revient toujours au même, que ça soit pour une stratégie de recherche, une stratégie en page d'accueil, donc pour nous qui est la plus puissante, vous devez toujours faire des bonnes vidéos. Et des bonnes vidéos, c'est une vidéo sur laquelle on clique, et c'est une vidéo qu'on regarde longtemps. Après, moi, j'aime pas parler de SEO parce que ça n'existe pas. Par contre, je préfère parler de stratégie de contenu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Sylvain? Dans le sens où on n'est pas là pour mettre des mots-clés, on va être là vraiment pour parler d'un sujet et l'amener avec différents angles. Tu parles de spaghettis, donc on peut expliquer des recettes de spaghettis, on peut faire l'histoire de la spaghetti, on peut mettre la spaghetti dans plein d'états différents, et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une stratégie qui se base sur je fais des bonnes vidéos qui sont vues, et je parle d'un sujet et j'en fais plusieurs vidéos pour avoir une sorte de maillage dans sa chaîne YouTube. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que ne miser que sur l'hypothèse que les mots-clés vont nous faire ressortir. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Faites une vidéo qui est pas bonne, vous avez beau mettre plein de mots-clés, vous avez beau dire spaghetti bolognaise toutes les 2 minutes, YouTube ne vous mettra pas en avant parce que personne ne veut voir votre vidéo. Oui, carrément. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, Mathieu, c'est que, en fait, en dehors du moteur de recherche, il y a tout un monde sur YouTube et que vous avez généralement beaucoup plus intérêt à aller toucher ce monde-là, des recommandations en page d'accueil, en suggestions, etc. Et pour plusieurs raisons, et ça, on vous le défend pas mal dans nos vidéos ici, déjà parce que c'est 85% du visionnage, donc il y a plus de potentiel, et aussi parce que, en fait, le SEO, donc vraiment aller chercher et viser le moteur de recherche, c'est bien quand vous avez des gens qui ont déjà un problème, qui l'ont identifié et qui sont en train de chercher activement une solution. Mais en dehors de ce cadre très spécifique, tous les autres gens qui pourraient potentiellement bénéficier de votre produit, votre service, etc., et qui ne savent pas encore, ou qui sont un petit peu trop tôt dans leur buyer's journey, entre guillemets, dans leur parcours d'acheteur, vous n'allez pas être touché par ce moyen-là. Et donc, en fait, titiller la curiosité et mettre vos vidéos face à ces gens-là avant que ce soit pile le bon moment parfait, etc., ou pour provoquer cette occasion, c'est quasiment une stratégie qui est imbattable, quoi. C'est pour ça qu'on aime bien aller emmener les gens par là. Et que ce soit, c'est un terme que j'aime bien utiliser, mais que ce soit pour le moteur de recherche ou pour cette stratégie plus autour d'une stratégie de contenu, d'un angle, etc., ce que j'aime bien dire, c'est que c'est pas du SEO sur YouTube, c'est du HEO, c'est du Human Engine Optimization, ou HBO, Human Brain Optimization. On optimise pour le cerveau des gens. Et c'est ça que nous, on adore faire avec Mathieu. C'est plutôt que de cacher un peu derrière une stratégie des mots-clés très froids, des machins comme ça qui en plus fonctionnent pas terrible sur YouTube. On aime bien faire du cas par cas et se dire, OK, qu'est-ce que vous essayez de faire? C'est quoi votre objectif? Ah, OK, c'est comme ça que vous voulez toucher vos clients aujourd'hui. Intéressant. Du coup, on pourrait peut-être faire cet angle-là, amener ce type de contenu sur votre chaîne et faire vraiment du cas par cas, parce que sur YouTube, on a cette possibilité-là, on a une multitude de stratégies de contenu possibles, et c'est ça qui nous éclate en fait, c'est de pouvoir vraiment trouver le truc qui s'adapte exactement à vous et à votre cible, quoi. Donc voilà, Human Brain Optimization, c'est vachement plus fun que SEO, Search Engine. Non, je suis tout à fait d'accord, et on en revient à moi une partie que j'aime beaucoup sur YouTube, donc qui est titre et miniature, et le problème de trop vouloir mettre vos mots-clés partout, c'est que vous allez être aussi très limité en termes de titres. Moi qui adore les titres un peu curiosité, suspense, qui jouent un petit peu avec l'esprit humain, si vous avez comme règle de toujours mettre votre mot-clé dans le titre, c'est problématique parce que vous pourrez pas aller chercher une audience beaucoup plus large. Vous serez vraiment très restreint, et souvent le problème qu'on a, c'est que mettre que des mots-clés directement même dans le titre ou dans la miniature, c'est que, comme tu le disais, ça va être très ciblé.
Et encore une fois, quand c'est trop ciblé, c'est pas ce qui va vous aider à progresser en termes d'audience sur YouTube. Moi, je suis plutôt un fervent défenseur de ouvrez assez large sur le titre et la miniature. Et après, dans la vidéo, resserrer un petit peu par rapport à votre domaine, par rapport à votre niche. En tout cas, c'est les meilleurs exemples que je peux donner et qu'on voit souvent, où on peut avoir des personnes qui parlent de design, mais qui vont être très larges au départ. Mais à la fin de à la fin de la vidéo, on sait que cette personne-là, c'est un expert du design parce que il nous a donné tout ce qu'on voulait dans la vidéo. Mais au départ, il a fait quelque chose. Alors, peut-être pas grand public parce que ça va faire peur à certains, mais en tout cas, il a ouvert et il va chercher à chaque fois de nouveaux spectateurs. Donc, le SEO sur YouTube ou la stratégie recherche, c'est pas ce qui va vous faire exploser sur YouTube. Clairement. Parce que ce sera toujours des YouTube qui auront on va dire, un nombre de vues qui sera plus ou moins équivalente. Mais c'est pas ce qui va vous permettre d'avoir des vidéos plus ou moins virales. Même si la viralité, on en a déjà parlé dans notre épisode, on revient un peu sur nos pattes. Donc dans cet épisode, on vous a expliqué un petit peu qu'il y a plus au SEO YouTube que simplement quelques mots-clés. Et finalement, quand on regarde rétrospectivement sur Google, c'est le cas aussi. Sur Google, le SEO évolue, mais il évolue dans un environnement différent de celui de YouTube, qui est YouTube, un réseau social qui a pour but de vous faire rester très longtemps sur la plateforme, là où l'objectif de Google, c'est de vous faire rester le moins longtemps possible sur la plateforme pour vous amener vers d'autres sites web. Donc l'objectif est radicalement différent, et donc c'est aussi pour ça que les méthodes sont différentes. Donc n'appliquez pas le SEO Google à YouTube, il y a plein d'autres façons de faire. Pensez au Human Engine Optimization et vous irez déjà beaucoup plus loin avec cette stratégie. Voilà, bon, je pense qu'on est pas mal. Pour terminer, arrêtez avec vos articles de blog sur le SEO YouTube. Ça ne fonctionne pas. Merci en tout cas beaucoup Sylvain. Encore une fois, je pense que on a donné le maximum dans cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et s'il vous plaît à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify pour montrer aux plateformes comme quoi notre contenu est bon. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, salut Sylvain. Salut.